Bonsoir à tout le monde, je suis très content d'être avec vous ce soir virtuellement à Paris. Je vous parle de l'Angleterre, de mon bureau à Oxford et je vais répondre à 4 questions que M. Gambaro, le directeur de l'Institut italien de culture de Paris, m'a posées sur l'importance des études de l'Antiquité aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il cette nostalgie de l'Antiquité? Est-ce que ça dépend des incertitudes de notre présent? Est-ce qu'un retour au passé est nécessaire? L'intérêt ou le regain d'intérêt pour l'Antiquité se manifeste en effet un peu partout, avec de notables différences d'un pays à l'autre. L'Antiquité est une grande question internationale. Elle unit les pays et les identités les plus différentes. C'est une sorte d'imagination globale, une éternité historique, si je puis dire. L'Antiquité attire les esprits avec le charme de la distance et le mystère des origines, ce qui rend l'étude de l'Antiquité très semblable à l'étude des étoiles ou de la matière. Naturellement, il faut tenir compte des différences entre nations et traditions scolaires. En Italie, par exemple, le latin et le grec ont été toujours identifiés avec l'institution lycéenne et avec une classe sociale privilégiée, la bourgeoisie au pouvoir, qui aujourd'hui sont contestés comme démodés. En Italie donc, le latin doit être défendu contre le populisme de ceux qui continuent à y voir une forme de tyrannie culturelle d'une élite conservatrice qui a dominé le pays pendant le XXe siècle. Aux États-Unis, au contraire, où l'étude des langues classiques n'a jamais connu une diffusion comparable ni un tel préjugé social, le latin et le grec sont considérés comme cool, une source d'imagination, de liberté et d'originalité, même de non-conformisme. En Angleterre aussi, le prestige de la culture ancienne et le respect pour ceux qui étudient le latin et le grec sont extraordinaires. Les classicistes sont très recherchés un peu partout sur le marché du travail. L'idée implicite est, si tu comprends un monde tellement différent et secret, comme l'Antiquité, tu dois te sentir à l'aise n'importe où et peux communiquer avec la planète entière. La connaissance de l'histoire ancienne, dont l'écriture littéraire constitue une archive formidable, fait partie de notre besoin de réalité et de certitude et de collectivité. L'individu humain, malgré la subjectivité de ses désirs et de ses volontés, appartient aussi à une pensée universelle, à une démocratie de l'esprit. L'amour de l'Antiquité nourrit cette vision démocratique. Nostalgie? Pas vraiment. Je dirais plutôt joie de la découverte et admiration pour la beauté et la profondeur des idées et des grandes questions que les anciens nous ont transmises. Nous vivons dans une époque technologique. Si le destin du savoir est de capituler devant la technologie, quid du reste? Des besoins qui ne sont pas immédiats, des nécessités sans caractère pratique et à l'évidence sans rien de matériel, mais qui n'en sont pas moins pressantes pour autant. De ce qu'on appelle l'esprit, de la mémoire, de l'imagination, de la créativité, de ce qui est profond et complexe, et des grandes questions comme où et quand tout a commencé? Où vais-je? Qui suis-je? Qui sont les autres? Qu'est-ce que la société? Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le langage? Qu'est-ce qu'un mot? Qu'est-ce que la vie humaine? Que sont les sentiments? Qui est l'étranger? Que fais-je ici? Qu'exprimais-je quand je parle? Que pensais-je quand je pense? Qu'est-ce que le signifier? De l'interprétation en somme. Parce que sans interprétation, il n'y a pas de liberté. Et sans liberté, il n'y a pas de bonheur. Et on subit n'importe quoi. On devient esclave de la politique et du marché, et on ressent des besoins factices, des besoins créés par une logique et des projets qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Notre vision de l'Antiquité classique est correcte, ou sommes-nous coupables de l'idéaliser et de la déformer?
Il y a beaucoup de manières pour s'approcher à l'Antiquité classique. Elle n'est pas figée dans le passé. C'est une chose vivante grâce à sa littérature qui a continué pendant des siècles et continue à former nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos langues, nos métaphores. L'Antiquité, c'est, dans une très large mesure, influence de l'Antiquité, en particulier du latin. Il s'agit donc d'une présence perpétuelle, la jeunesse de n'importe quelle aventure de l'esprit, et le latin est une de ces aventures, comme la peinture des impressionnistes ou la musique de Bach, etc., 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 dépend de l'aptitude à l'émerveillement, à l'écoute et à l'exploration de vérités plus éloignées que celles de notre vie quotidienne. La vieillesse n'existe pas quand il s'agit de langue ou de découverte intellectuelle et artistique. Il n'y a que le présent de l'observation et de la découverte. Le présent d'un plaisir qui nous libère du carcan des calendriers. Ça va sans dire que des enthousiasmes faciles et simplificateurs ne sont pas toujours bénéfiques pour ceux qu'on en révère. Croire qu'un auteur latin peut encore nous dire quelque chose est certainement nécessaire pour que l'échange entre l'actualité et le passé puisse continuer, mais on doit se garder de toute modernisation, de toute domestication intempestive. L'étude du latin et la lecture des auteurs antiques enseignent et doivent enseigner la valeur fondamentale de la distance historique. Si on la perd, on perd également le sens de notre situation temporelle et culturelle. Il faut bien mesurer la distance entre nous et les anciens. D'un ancien, nous pouvons tirer des interprétations et des réponses, mais nous ne devons jamais perdre de vue que ces interprétations et ces réponses correspondent à des époques et à des contextes culturels fort différents et donc ne peuvent s'appliquer directement à nos besoins. Les anciens nous parlent d'eux. En nous, et nous, en apprenant qui ils sont, nous apprenons, en substance, à parler de nous-mêmes. Nous devenons, pour ainsi dire, un tout petit peu des anciens, nous aussi. Plutôt que de prétendre qu'ils deviennent, eux, des modernes, plongeons-nous dans le flot de l'histoire, et cette attitude ne peut que corriger pour notre bien notre irresponsable prétention absolutiste. Il faut comprendre l'essence des classiques. Un classique n'est pas simplement son propre temps, mais le temps qui s'interpose entre lui et nous. L'attention que nous lui portons se rattache automatiquement à une durée accumulée. Elle nous insère dans un vaste ensemble unifié, dans la simultanéité d'un seul et même événement. Avec un classique, par conséquent, nous sommes lui aussi. C'est de là que provient cette sensation de proximité et même de contemporanéité qui n'est jamais séparée de notre expérience d'un classique. Et en accédant à cette simultanéité, il semble, lui, un moderne. Pour notre part, nous occupons la place des anciens, mais, ne l'oublions pas, si proche de lui que nous croyons nous rendre, à travers la lecture, le classique est lui et nous sommes nous. Monsieur le directeur m'a demandé pourquoi je dis dans mon livre Les 10 mots latins qui racontent notre monde que le latin est une langue du futur, une langue future. Je voudrais mettre une fois de plus en garde face à un cliché pernicieux. Parmi les spécialistes également, on entend dire que le latin est une langue morte. Cette métaphore naît d'une conception erronée sur la vie des langues et d'une distinction confuse entre écrit et oral. L'oral est immédiatement identifié avec l'idée de vie, mais c'est un préjugé. Le latin, même s'il n'est plus parlé, est attesté dans une immense quantité de manuscrits, et l'écriture, en particulier l'écriture littéraire, est un gage de durée beaucoup plus efficace qu'une quelconque manifestation d'oralité. Si donc le latin
subsiste sous la forme écrite, la plus élaborée qui se puisse concevoir, la littérature, n'est-ce pas une absurdité d'affirmer qu'il est mort? En ce moment même, la planète entière est en train de parler. Elle profère une masse de mots innombrables. Eh bien, cette masse si considérable n'existe déjà plus. Une autre lui a déjà fait suite, destinée à son tour à se dissiper dans l'instant. Il ne suffit pas que celui qui parle soit vivant pour qu'il puisse dire que sa langue est vivante. Vivante est la langue qui dure et qui produit une autre langue, ce qui est justement le cas du latin. Et je ne pense pas aux langues dites vulgaires, c'est-à-dire le français, le portugais, l'espagnol, etc., qui sont nées du latin parlé. Ce que je dis, c'est que le latin, en tant que littérature, a stimulé la création d'une autre littérature, d'autres textes écrits. Le latin écrit a exercé son influence comme voix du passé et comme voix, il a invité la postérité au dialogue dans toutes les époques, y compris l'actualité immédiate. Le latin, de plus, vit dans la lecture et dans les traductions que nous en faisons, nous, les modernes, et dans l'œuvre de transmission que poursuivent l'école et l'université, même avec des aptitudes et des intentions formatrices différentes. En tout cas, le latin de la littérature n'a jamais été une langue parlée. Aucune langue littéraire ne l'est jamais vraiment. Lequel de ses contemporains parlait comme Cicéron écrivait? Aucun. Et cela vaut pour tous les monuments littéraires, antiques et modernes. Qui songerait à mettre en cause la lecture de Proust ou de Rabelais dans l'original, sous prétexte que le français parlé, c'est autre chose. Une autre chose. Je dis que le latin est une langue future, même dans un autre sens. Généralement, il est assimilé à l'image de Racine. Moi, je préfère l'image de Forêt. L'image de Racine vaut uniquement pour la forme originelle des mots. Elle n'est pas fausse. Le latin est une origine, l'origine du français, etc. Mais le latin n'est pas figé dans un moment absolu. Le latin a évolué. La racine est devenue arbre, branche, feuille, forêt, justement. Le latin est encore fort présent dans la langue que nous utilisons au quotidien. Il y a plusieurs exemples dans mon livre, Les 10 mots latins. La marque Volvo, voilà un exemple très immédiat, vient d'un verbe latin très poétique, typique de Virgile, qui signifie rouler. Le même verbe nous a aussi donné deux mots qui résument la modernité: révolution et évolution. Le latin, c'est cela: grandes idées et petites inventions, le concret et l'abstrait. Il peut tout faire en liant les domaines les plus éloignés de l'expérience, un poème épique comme celui de Virgile et une voiture de luxe. Un classique à conseiller, un auteur latin, Ovide, sans hésitation. Ovide est le classique par excellence. Il a créé l'une des œuvres les plus influentes et les plus saisissantes de tous les temps, variée et ample, qui peut passer avec une aisance étonnante du chant d'amour au récit mythologique, de la fantaisie antiquisante à l'effusion autobiographique. Son plus grand poème, Les Métamorphoses, a été une source d'inspiration jusqu'à nos jours pour des poètes, des romanciers, des dramaturges, des musiciens, des psychanalystes et des artistes d'origine, de langues et de mentalités les plus diverses. Les merveilles littéraires composées par Ovide et la façon dont il les a composées continuent à nous concerner. Et il n'y a aucun thème dans ses écrits qui n'ait été déterminant pour définir la culture de son temps et celle des siècles ultérieurs, et qui ne constitue encore un point de référence esthétique et morale pour notre monde dit moderne. L'identité, la ligne de séparation entre les choses, l'instinct, la langue, la poésie, l'écriture littéraire, l'amour et le sexe,
l'art et la nature, le rapport entre l'art et la nature, la liberté d'invention, la résistance au pouvoir, l'opposition au conformisme, le féminisme, le respect du vivant sous toutes les formes. Ce sont tout cela des concepts fondamentaux, des questions toujours ouvertes et toujours pressantes sur lesquelles se fonde le succès non seulement des individus, mais des sociétés. De telles questions, Ovide a su les poser et les définir avec des images impérissables et a su en même temps faire ressortir le caractère indéterminé, problématique et provisoire de toute définition, maniant avec sans cesse l'ironie, fruit d'une sagesse souriante, amère parfois, mais toujours ouverte au dialogue. Et puis il y a la personne d'Ovide, le poète déchu, la victime du pouvoir, l'exilé, particulièrement cher aux modernes et déjà au XVIe siècle à Du Bellay. Celui qui, grâce à ses vers, gagne prestige et récompense sous l'un des régimes idéologiquement les plus marqués de l'histoire universelle, celui d'Auguste, et qui, à partir d'un certain moment, achève ses jours, on sait pourquoi, au bout du monde, condamné par ce même régime auquel il avait dû son élévation. Ovide donne libre cours à la voix d'Eros et à l'irrépressible activité des formes vivantes. En même temps, il fait entendre la voix douloureuse de la marginalisation et de l'effroi. Ovide s'interroge continuellement, avec courage et lucidité, en une langue d'une puissance visionnaire subversive, sur l'apparence, sur la situation et sur la consistance des choses réelles, passant de l'illusion et du monde incorporel à la matérialité géologique, du détail infinitésimal à la représentation cosmique. Mais la force d'Ovide ne se limite pas à une vision. Sa vision est une action et une incitation à l'action. Ovide est, je ne crois pas que l'on puisse le dire autrement, poète magicien, quelqu'un qui attribue au mot une puissance active et considère le monde comme une combinaison de présence et d'absence, d'apparition et de disparition au-delà d'une quelconque fixité. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très beau printemps.